Bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran. On se donne maximum 1 heure et demie. Si on arrive à tout boucler avant, aucun souci, comme ça on pourra tous, aller déjeuner. Donc, hop, donc il s'agit de la deuxième réunion, du réseau national, de rénovation citoyenne. Hem qui a été donc initié dans le cadre de projets européens par Aura2E et Alter Alsace Énergie Environnement. Projets européens qui ont le but de travailler sur la rénovation énergétique citoyenne. Et du coup, dans ce cadre-là, on a pris contact avec Énergie Partagée, ainsi que de nombreux collectifs, et on s'est dit que c'était bien d'essayer de structurer toutes les bonnes volontés, pour, nous faire partager, de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, dans le cadre de ces 2 projets européens, Encom Hub qui va se terminer cette année et surtout CLR3 qui a démarré cette année, enfin en 2025 et qui va, durer jusqu'à 2027-28, j'ai un trou de mémoire. Bon, enfin, qui va durer encore un peu. Voilà, et puis surtout prendre les bonnes idées, partout sur le terrain où il y en a, pour les diffuser, à tous les collectifs qui aient de l'expérience ou qui souhaitent se lancer. Donc voilà, donc Grégoire Tonier, moi je travaille, sur ces 2 projets-là, et je travaille avec, mes collègues, Noémie Zambeau, que vous connaissez sans doute, bien mieux que moi, qui travaille sur le collectif citoyen depuis bien plus longtemps que moi. Laurent Chanusso, Nicolas Picou et Naomi, Levanier. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot avant qu'on passe la parole à nos copains d'Alter Alsace? Non, bonjour à tous. Bienvenue et j'espère que les projets, euh, les projets de rénovation citoyenne fleuriront à la suite de ce webinaire. Colline, est-ce que tu veux prendre la parole pour, Alter? Oh, on est ravis d'être partenaires sur ces 2 projets avec, Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Alter Alsace Énergie, on anime aussi le réseau régional, de l'énergie citoyenne en Grand Est, Géclair, et du coup, on participe à ces 2 projets et on espère bien qu'il y a aussi des projets qui vont fleurir dans toute la France, avec Lorraine Marchal qui est là aussi, ma collègue. Voilà, et donc je vais pas passer trop de temps sur ce projet CLR3, juste, voilà, une carte, vous donne amplement, les informations sur les partenaires, les collectifs citoyens qui sont partenaires du projet, et puis, Euh, c'est le Citizen-led On va rénovation, peut-être projet demander à ceux européen, qui ont les micros ouverts de les développeur fermer. rénovation citoyenne pour Je le pense que c'est budget Marie qui est en train de Est-ce que tu peux me donner les droits pour que je puisse gérer ah le oui, micro, s'il te plaît? hop, alors, bougez pas, effectivement, alors, yes, c'est bon Noémie, normalement tu écoutes, donc tu vas pouvoir gérer les micros de tout le monde. Voilà, je passe pas plus de temps sur le projet, CLR3. L'objectif, c'est surtout d'échanger, et de partager avec vous, tout ce qu'on fait et tout ce que vous pourriez faire. Juste un mot sur, j'ai pas mis grand-chose parce que l'idée, c'est quand même de le co-construire, ce réseau national de la rénovation citoyenne. Il est hébergé par Énergie Partagée. J'ai pas vu dans la liste de participants s'il y avait un représentant, d'Énergie Partagée en ligne. Et comme je partage, je vois plus la liste des participants. Si c'est le cas, hésitez pas à prendre la parole aussi. Il y a une nouvelle adresse, pour les listes de diffusion. Il y a un espace partagé en ligne parce que l'idée, c'est aussi qu'on puisse, partager les uns et les autres, certes pendant ces webinaires, mais aussi, avec des documents qui sont utiles aux uns et aux autres, et notamment tout ce qu'on va produire d'utile dans le cadre de ces projets européens, on les mettra, sur cet espace partagé en ligne. Alors je peux vous montrer rapidement à quoi il ressemble actuellement. Il est, voilà, on a posé quelques éléments dessus, notamment ceux qu'on va vous présenter là, des règles de projet, des modèles économiques, le cadre juridique de la réno citoyenne, liste de ressources, et puis des initiatives qu'on a repérées, et qu'on va évoquer là. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse, y mettre, tout ce qui peut être utile aux personnes, du réseau. Heu, hop.
Est-ce qu'il y a d'autres donc et oui, l'idée, c'est de faire des réunions périodiques, et que ce soit le plus efficace possible, pour que tout le monde puisse, enfin, qu'il y ait une bonne dynamique. C'est ça qui est toujours compliqué avec ces réseaux, faire en sorte, que ça s'endorme pas et que les gens prennent aussi, de l'intérêt et envoient des éléments via la mailing list, et qu'on porte pas tous, tout seul, ces éléments-là, parce que sinon ça s'essouffle assez vite. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, sur ce réseau national, sur, vos velléités d'y participer, ou sur les commentaires sur son mode de fonctionnement? On vous diffusera bien sûr le PowerPoint pour que vous puissiez cliquer sur les liens et rejoindre l'espace partagé, la liste, etc. si c'est pas déjà le cas. C'est ça. Mais j'insiste sur un point, c'est voilà, même si nous on est intéressé pour faire partager des choses, l'objectif c'est, que ce soit le plus réactif possible, et pas trop descendre. Je me permets d'embrayer donc, avec le 1er point, qui était à l'initiative de cette réunion. C'était le partage sur les différents modèles, de collectifs citoyens et de rénovation énergétique qu'on a pu identifier parce que on a fait, plus de 18 mois de benchmark et donc on a trouvé un certain nombre de différents modèles. L'objectif, il a été double pour nous. C'était, comment structurer, organiser les différents modèles pour rendre visibles les différents modes d'intervention dans la rénovation énergétique, parce que certains sont très axés, opérationnels, mettre les mains dans le cambouis, d'autres sont plus sur le tiers financement, d'autres sont plus sur l'organisation des acteurs, et comment on rend compte de tout ça pour montrer qu'il n'y a pas qu'un seul modèle, et aussi quand on est un collectif et qu'on veut se lancer, essayer de voir vers quel modèle, quelle initiative, on se rapproche le plus, pour avoir les bons documents et les bons retours d'expérience. Donc on a quand même pas mal travaillé. Ce que vous voyez sous les yeux, c'est le, le résultat à date de ce travail d'essayer de compiler les informations et de les représenter de façon intelligible. Donc on a, sur un slide, les différents modèles d'intervention des initiatives citoyennes. Le principe, c'est quelques informations clés, sous forme de cadran, notamment, quelles sont les modalités d'implication des citoyens dans la rénovation? Est-ce qu'il y a du financement? Est-ce qu'ils sont impliqués dans la gouvernance et si oui, comment? Hem et quelles sont les modalités de gestion du foncier? Donc, il y a pas mal de stratégies différentes entre ceux qui sont, des foncières, celles qui sont, sur un objectif de tiers financement, ou d'organisation. Donc, ça, c'est des éléments fondamentaux et puis est-ce qu'il y a des chartes internes sur la rénovation? Il y a d'autres paragraphes sur, quel est le niveau d'expérience, combien de rénov ont été faites? On y reviendra juste après. Et puis l'autre point clé, c'est ce diagramme, où on a ciblé ce qui nous paraissent être les 4 étapes clés d'un projet de rénovation énergétique, la conception, la maîtrise d'œuvre, les travaux et le suivi énergétique, avec à chaque fois 3 différents niveaux d'intervention possibles du collectif. En extérieur, en bleu, c'est la partie financement, donc financement de la conception, de la maîtrise d'œuvre, des travaux ou du suivi énergétique post-travaux. En jaune, au milieu, c'est la partie organisation, sélection d'un partenaire ciblé. Et au centre, en rose, c'est la partie fait en interne. Le collectif met les mains dans le cambouis, dispose de l'expertise et ou du temps pour faire soi-même tout ou partie de ces actions-là. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà un commentaire? Oui, et aussi pour dire que du coup, il est tout à fait possible, et vous le verrez dans les prochains slides, heu, qu'il y ait plusieurs niveaux d'intervention. Parce qu'on peut à la fois sélectionner un partenaire cible, participer, à son financement, du partenaire et puis aussi mettre les mains dans le cambouis, notamment dans les travaux. Il est assez fréquent que, sur toute la partie un peu amont, ou gros œuvre qui est pas très compliquée, le fait d'abattre des murs et cetera, le collectif mette la main à la pâte pour réduire les coûts. Voilà, donc il est tout à fait possible, d'avoir des interventions. C'est pour ça qu'ici, on a des textes qui expliquent
qu'est-ce qu'on a voulu dire en sélectionnant telle ou telle couleur? Est-ce qu'à ce niveau-là, ça vous parle? Je sais que c'est pas toujours un diagramme qui est facile à prendre en main, même si on a essayé de faire en sorte que ce soit plus intuitif possible. Agnès met un pouce. La nef aussi. Parfait. Bon, Waouh! super. Donc, ça, c'est des exemples un peu théoriques et merci à Alter Alsace d'avoir fait ces slides que j'ai volés à Agnès, à Lorraine, parce qu'ils étaient très bien faits. Donc, sur la partie financement, voilà, donc on peut participer au financement des 4 étapes. Euh, Par exemple, financer des bureaux d'études, bureaux d'architectes, financer la maîtrise d'œuvre, financer les artisans qui interviennent sur ce chantier ou un logiciel. Ça, c'est un partenariat ciblé donc des spécialistes de la conception locaux, notamment sur des aspects bioclimatiques, etc. Maîtrise d'œuvre avec des partenariats sur le réemploi de matériaux, etc. Et puis des artisans qui ont des spécificités aussi et ou une renommée locale. Pareil, donc sur le fait de mettre la main à la pâte, voilà, on peut être impliqué dans tout ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer des exemples. Donc c'est sur un autre diagramme parce que pour le moment, ils ne sont pas encore au même format. Vous m'en excuserez, mais voilà. Donc là, vous avez l'exemple de village vivant, qui est le premier exemple qu'on avait développé et qui est un exemple euh, donc où il y a un très fort niveau d'implication. On est sur une problématique de type foncière, c'est-à-dire comme ça fait partie des grands schémas, la logique c'est de dire c'est beaucoup plus simple de faire la rénovation quand on maîtrise le foncier et donc on va acquérir ce foncier. Après, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que parmi la myriade des initiatives de type foncière, il y a des très très grandes différences. Il y en a qui sont sur une logique, on acquiert du foncier et puis on maîtrise tout et on a un simple locataire. Il y en a d'autres qui sont sur une logique, on acquiert du foncier pour le sortir de la spéculation et donc on est plutôt sur une logique usufruitière, nue propriété et usufruitière. Et il y en a d'autres qui sont sur une logique, on est foncière pour pouvoir faire tous les travaux, installer un locataire et possiblement revendre à court terme le bâtiment dès que le propriétaire ou le locataire a les moyens de l'acquérir. Donc c'est ça qui est intéressant à travers ces diagrammes-là. Donc, vous voyez, Village Vivant, donc c'est un modèle très éprouvé puisqu'ils ont déjà une trentaine de rénovations finies et c'est un exemple qu'on va accompagner dans le cadre des projets européens parce que ils sont très forts sur la partie modèle économique, financier et foncière. Par contre, sur le fait de pousser le curseur sur la rénovation énergétique, c'est pas encore bien intégré dans leur modèle économique. Comment intégrer le fait que quand on fait de la réno ambitieuse, l'usager va payer moins cher en facture énergétique et donc on peut booster un petit peu son loyer, ce qui permet dans le modèle économique peut-être de rentrer un peu plus d'argent et donc d'aller un petit peu plus loin dans les travaux. Donc on va essayer de les accompagner vers le fait d'intégrer dans ce modèle économique les impacts financiers d'une rénovation énergétique ambitieuse. Merci Colline pour mettre le lien vers Village Vivant. Donc, juste pour vous donner une idée un petit peu de tout ce qu'on a identifié, je vais aussi passer un peu plus vite les autres. Alors, je ne sais pas si Si c'est une question de quelqu'un lève la main. compréhension, Alexandre, je t'en prie, vas-y. Oui, tout à fait. C'est une question de compréhension. Donc bonjour quand même à tout le monde. Je voulais savoir parce qu'il y a marqué la SIC et la SCI. Il y a deux structures différentes qui sont. Savoir un petit peu comprendre en fait les deux structures et comment ça Ouais. se met en lien tout ça.
Et bah, du coup, c'est l'objectif. On a vu qu'avec ce diagramme-là, il restait quand même pas mal de questions pour un collectif citoyen qui voudrait se dire, tiens, ça m'intéresse, comment je peux mettre un peu les mains dans le cambouis pour comprendre comment ça marche et voir si je peux faire pareil. Et donc, on a créé un deuxième document qui est un document avec les schémas contractuels et économiques que je vais vous montrer maintenant, qui, pareil, est en cours d'amélioration. Donc, merci à vous pour les retours et pour, j'ai envie de dire, votre mansuétude. Donc là, voilà, c'est ce qu'on a fait sur Village Vivant. C'était aussi le premier sur lequel on a fait ce schéma économique. On a 3 parties. La partie financeur à gauche, la partie porteur de projet, donc initiative citoyenne au milieu, et à droite, c'est la partie bénéficiaire, ceux qui jouissent du bâtiment. Et donc, vous voyez qu'on a des flèches qui représentent les différents flux financiers et on a essayé d'indiquer si c'était des flux one-shot en bleu ou des flux réguliers, mensuels, annuels. Et donc, pour montrer un petit peu l'organisation avec les différentes structures. Donc là, vous voyez la SIC, le rôle de la SIC vis-à-vis de la SCA et vis-à-vis de la SCI qui est propriétaire, qui achète le bâtiment. Est-ce que, Alexandre, ça répond à la question? Et est-ce que ce graphique et la manière de présenter les choses paraît à peu près digeste? Parce qu'on est aussi très en attente dans ce webinaire de vos retours pour améliorer ces outils. Alors déjà, moi, ça répond à ma question d'une, et en tout cas, je pense que ce document, il doit être analysé un petit peu à tête reposée, mais en tout cas, déjà, ça me paraît clair quand même, ça a l'air d'être bien indiqué. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça représente un peu de travail pour faire tout ça, mais je pense que ce sera assez utile pour défricher les différentes stratégies qui existent sur la rénovation citoyenne. Est-ce qu'il y en a d'autres là sur ces 2 exemples qu'on vient de présenter qui veulent intervenir? Peut-être moi, je veux juste préciser que effectivement les projets là qu'on a analysés, c'est tous des projets un petit peu complexes et lourds qui se prêtent moins bien à l'investissement direct, comme peut-être beaucoup de vos coopératives le connaissent et le font, et où on a des montages, voilà, avec des structures intermédiaires, avec des prises de participation un peu en, j'allais dire en poupée russe, en tous les cas, voilà, à plusieurs étages, comme on le voit déjà sur les projets complexes d'énergie renouvelable, qui sont des projets plus gros, où on crée des sociétés de projets dédiées, des SPV. Et ben là, voilà, on a des montages plutôt de ce type-là, avec une diversité que dont vous allez avoir un aperçu aujourd'hui, mais forcément, c'est des montages qui sont sur des gros projets, des gros investissements, donc un peu plus complexes que ce qu'on peut voir sur les collectifs de type centrale villageoise, par exemple. SCA, c'est quoi? J'ai oublié de revérifier les différents statuts avant. Peut-être que toi, Noémie, tu as plus ça en tête. Ouais, c'est une société en commandite par action. Euh, et donc, la SIC prend des parts dans la SCI, dans la SCA qui prend des parts dans la SCI. Voilà. Et Je- l'intérêt de la SCA pour Village Vivant, c'est du coup, c'est eux qui centralisent toutes les levées de fonds. Avec en particulier, on voit sa capacité à faire des levées de fonds auprès des institutionnels, des investisseurs institutionnels. Voilà, donc là, un exemple très détaillé d'une foncière qui existe depuis longtemps. Euh, Si ça vous va, je repasse aux différents exemples de collectifs. Euh, Est-ce que côté Alter Alsace, vous souhaitez un peu développer les 2 prochains, Eclem et Geva, pour préciser, on va pas rentrer dans le détail de tous, mais peut-être ceux-là, vu qu'ils font partie du projet, c'est peut-être intéressant. Peu comme tu veux, si tu penses que ça apporte quelque chose. Est-ce que... Bah, juste pour montrer la différence, Oui. pas rentrer Ouais. dans trop de détails, mais juste
voilà, pour montrer un peu les différents grands schémas qu'on voit ou les grandes initiatives. Oui, alors du coup, c'est vrai que pour la conception, on a dans le cas des clèmes, enfin, tu veux que la participation des citoyens, du coup, plutôt? Oui, Ouais. Bah, du coup, déjà, notamment que sur la conception, on a un avant-projet qui avait été réalisé grâce aux compétences internes, notamment, et qui a quand même du choix ciblé de prestataires pour tout ce qui va être documents plus techniques, parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont plus complexes à faire en interne. Et puis, pour les travaux aussi, la question de la participation des associés, voilà, enfin, une participation du coup qui est prise un peu à tous les niveaux dans ce cas-là. Sauf pour la maîtrise d'œuvre qui, à ce stade-là, n'était pas spécialement prévue en interne, à voir après ce qui est fait pendant la suite des travaux. Je ne sais pas si tu veux que je précise plus, mais ça me semblait un peu les éléments principaux en termes de différence par rapport en tout cas, à Village Vivant, il y a vraiment la participation des associés aux travaux, avec des modalités qui sont certes encore à définir, mais voilà. oui, effectivement, merci, c'est un bon voilà, c'est une bonne synthèse. Donc on est là aussi sur un mécanisme de type foncière. Voilà. Sur Geva, donc là, on est sur un projet en étude. C'est une volonté de développer une, une stratégie, peut-être en un mot, parce que c'est une autre étape, c'est encore moins avancé, même si ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus, ils n'ont pas encore finalisé. Je pense que ça peut être intéressant aussi de montrer les questions que se pose une structure qui essaie de développer une offre. Oui, pour le coup, la GEVA, il y a en plus la question du fait que c'est un bâtiment public, donc savoir qui peut intervenir et comment on peut intervenir, sachant qu'à ce stade, du coup, il y a encore la question du modèle économique qui empêche d'avancer plus sur les aspects travaux et maîtrise d'œuvre. Mais du coup, en tout cas, il y a aussi cette volonté de travailler avec des prestataires ciblés pour tous les documents et éventuellement pour les travaux avec des artisans locaux. Ok, merci Lorraine. Réfléchir et agir, c'est pareil, c'est en cours de lancement. Alors là, 30 réno Mm. fini, je pense pas. Je pense qu'il doit y avoir un petit C'est souci. ouais, il y a une erreur. Donc là, c'est réfléchir à agir. En fait, ils ont créé une structure qui s'appelle la foncière solidaire, rurale solidaire. Donc là, l'objectif pour eux, c'est de revitaliser des centres-bourgs qui sont un peu en perte de vitesse et d'acquérir donc par l'intermédiaire d'une foncière ces bâtiments-là, de les rénover et de dissocier la propriété foncière de l'usufruit, la propriété d'usage, de céder la propriété d'usage aux habitants pour remettre en service voilà, ces habitats qui étaient laissés parce qu'ils sont plus au goût du jour, ils sont plus habitables en fait, faute d'entretien depuis longtemps. Donc Oui, là, on est en Occitanie avec ce projet-là. et c'est vrai que j'ai oublié de le dire, l'objectif de Village Vivant, c'est aussi de redonner de la vie aux bourgs ruraux qui sont en perte d'activité économique. Et donc, c'est très, très axé sur les petits commerces de proximité dans des bourgs ruraux en perte de dynamisme. En fait, aussi, ce qu'on voit là à travers le projet comme Village Vivant ou Éclem, vraiment, il y a acquisition du foncier. Le projet de GEVA, évidemment, non, puisque c'est du foncier public. Le projet de réfléchir et agir est un petit peu intermédiaire, et donc voilà, on a aussi une diversité par rapport à ça et euh, le mode d'intervention sur du foncier qui peuvent ne pas appartenir à la structure qui mène la rénovation. Effectivement. Alors là, bon, c'est l'ancien modèle, on ne l'a pas encore remis au goût du jour, qui présente la cycle de l'Arban. Et là, on passe sur la partie logement, logements sociaux, donc avec encore un autre modèle. Voilà, où c'est très, très interventionniste, c'est-à-dire que, ben, vous voyez là donc ça c'est la partie, propriété, donc on voit qu'on est
là encore sur une logique foncière. On est propriétaire, occupant, bailleur du bâtiment. Et sur la partie conception, maîtrise d'œuvre, travaux, ils partent avec des artisans locaux, des professionnels qui ont été choisis, qu'ils payent eux-mêmes, voilà, dans une logique un peu foncière. Et ils mettent aussi la main à la pâte, en essayant de faire autant que possible la maîtrise d'œuvre eux-mêmes et des analyses, parce qu'il y a des salariés au sein de la SIC qui sont compétents sur ces aspects-là. Donc on voit que voilà, tout ce qui est présenté ici, en tout cas ce qui existe déjà et ce qui fonctionne, c'est des structures dont la porte d'entrée était la rénovation de bâtis sur une logique foncière. Donc on voit qu'il y a des moyens, il y a de l'expertise en interne, et donc c'est sûr que c'est pas forcément des modèles qui pourraient être privilégiés par, on va dire, un collectif citoyen qui historiquement s'est fondé sur les ENR, et qui souhaiterait développer une nouvelle offre à son arc, où on pourrait être plus sur, c'est pour ça ça fait la transition, sur la problématique de 10 watts, où là, pour eux, l'objectif, alors je ne l'ai pas mis à jour, je m'en excuse, mais la problématique de 10 watts, que vous connaissez sans doute, c'est que eux, ils veulent arriver et développer une offre en tiers financement. Arriver et possiblement en CPE, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un projet de rénovation du tiers-lieu de CPE, contrat de performance énergétique. Pardon, excusez-moi, merci, ouais. CPE, ouais, en contrat de performance énergétique, on garantit la performance. Et donc là, ils aimeraient essayer de décémer ce modèle-là, et ce qui leur paraît le plus pertinent. Pourquoi du tiers financement? Parce que les foncières sont trop capitalistiques, et qui veulent essayer d'essaimer. Et donc voilà, donc l'objectif, c'est de faire du tiers financement, mais avec un prisme très particulier, qui est de dire on veut quand même tout maîtriser et on veut assurer une bonne qualité. Et donc, ils voudraient arriver peut-être en groupement CPE avec d'autres acteurs, Enertech, donc bureau d'études, plus un bureau d'archi, etc., pour faire un CPE en commissionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont pas arriver forcément avec leurs artisans dans le groupement, mais ils vont arriver avec un groupement de bureaux d'études et de partenaires experts sur la rénovation énergétique. Et ensuite, c'est eux qui vont sélectionner les entreprises, faire la mise en concurrence, sélectionner les entreprises travaux, et ils vont financer. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je mette en bleu ici, excusez-moi, j'avais pas vu que ça n'avait pas été mis à jour. Ils vont financer les travaux ici. Donc c'est un positionnement très intéressant, très original, et on va essayer de les accompagner là-dedans pour que ça voie le jour. Enerter, bon, vous voyez, il y en a beaucoup, donc on va pas tous les passer en revue non plus. On va peut-être passer un petit peu plus vite sur les autres. Enerter, est-ce que vous voulez juste en dire un mot côté Alter Alsace? Bah, si tu veux, on peut parler d'Enerter et puis peut-être de Clerlieu. C'est des modèles qui sont assez différents puisque eux s'intéressent pas du tout à de la enfin, ils s'intéressent en fait à la rénovation du bâtiment individuel, du logement de particulier. Donc sur le foncier, ils vont avoir aucun impact, ils vont pas du tout gérer le foncier. Ils vont accompagner des particuliers à rénover leur maison. Donc Enerter, leur objectif à la base, c'était de faciliter l'utilisation des matériaux des enduits en terre et de le faire, dans des chantiers d'autorénovation accompagnés. Donc il y a un professionnel qui vient vous expliquer, comment ça marche un enduit à la terre et vous faites venir des bénévoles pour, faire tous ensemble un gros chantier, d'enduit terre. Et puis ils ont construit leur modèle là-dessus, donc ils ont vachement développé l'offre pour avoir vraiment toute une communauté énergétique qui donc propose, de la conception, parce qu'ils ont des compétences, dans l'association et ils peuvent mobiliser des partenaires, pour faire ça. De la maîtrise d'œuvre parce qu'ils ont du coup des maîtres d'œuvre associés et architectes qui peuvent les aider et surtout pendant les travaux, ils proposent tout un réseau de bénévoles. Donc il y a des bénévoles de l'association et des gens,
enfin des amis des propriétaires qui peuvent venir. Et puis ils peuvent faire intervenir des professionnels, soit pour l'accompagnement, soit aussi pour la réalisation de certains travaux qui sont pas réalisables en autoréhabilitation. Donc ils ont beaucoup développé la partie rénovation énergétique. Maintenant, c'est plus du tout que les enduits en terre, c'est aussi l'isolation, souvent à base de matériaux naturels, mais ça peut être, de différents types. Et hem et ils s'adressent en particulier au public, modeste et très modeste, donc qui peuvent avoir du mal à payer leur rénovation, ce qui permet d'avoir des rénovations à très bas coût parce que la main-d'œuvre est quasi gratuite. Et donc on voit que sur le schéma, ils interviennent pas sur la partie financement, mais Tout à sur fait. tout le reste. Si ce n'est qu'ils vont chercher les aides financières, qui sont disponibles, si possible. Voilà, ils font de l'ingénierie financière, mais ils mettent pas le voilà. Ouais. Et si tu veux passer rapidement sur Clairlieu qui est un peu plus bas, Clairlieu Éco-rénovation solidaire, c'est une SIC qui malheureusement, est en train de fermer parce qu'ils ont eu des soucis, on pourra détailler, mais eux aussi ne se sont intéressés qu'à l'accompagnement des particuliers. Mais alors eux, c'est très particulier, ils sont sur un quartier, un lotissement, un des plus gros lotissements des années, 50 je crois, où toutes les maisons quasi sont identiques. Il doit y avoir 2 ou 3 modèles de maisons différentes et du coup, ils se sont constitués en coopérative, les habitants du quartier, pour, faciliter la rénovation des bâtiments. Ce qui fait qu'ils ont conçu, c'était surtout ça l'objectif, ils ont conçu une rénovation type pour les maisons. Ils ont fait, je crois 2-3 modèles de rénovation type. Leur objectif étant, il y a marqué charte interne sur la rénovation, leur objectif étant d'être quasiment passif. Et ce qui a permis d'avoir un modèle très facilement réplicable parce que c'était du prêt-à-poser. Ils ont conçu avec un professionnel des caissons, à insuffler, hem et du coup, ça permettait en plus, donc partie travaux, d'avoir des bénévoles du quartier qui venaient aider à la mise en œuvre parce que c'était une mise en œuvre très, très simple. Donc leur gros focus, ça a été sur la conception pour avoir, un truc ultra, facile après à mettre en œuvre de façon réplicable, pour tout le quartier. Et du coup, il y a eu une douzaine de rénovations, mais ils ont eu un souci juridique, enfin un souci de responsabilité qui fait qu'aujourd'hui la SIC n'a pas pu continuer. Donc c'est aussi malheureusement un exemple intéressant pour voir les protections à mettre en place pour pas, se retrouver dans des situations difficiles. Ouais, c'est juste, peut-être pour pas faire peur, trop aux gens qui sont autour de la table. Non, mais C'est une réno où il y a eu vente, de la maison, du particulier à un autre, qui était pas forcément dans cette même logique et qui, du coup a attaqué, voilà la manière dont ça avait été fait, heu et 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 voilà. voilà, ça permet de montrer qu'il faut être enfin, on sait maintenant les points de vigilance, pour, la répartition des responsabilités. Là, il y avait un architecte et il s'en est très bien sorti l'architecte malheureusement, alors que c'était en partie lui aussi qui aurait pu être porté responsable, quoi. C'est Voilà. ça. Donc disons que ça fonctionnait en soi, mais voilà, c'est la partie juridique qui a péché et derrière malheureusement ça a pas pardonné. Mmh. Ce qui est intéressant aussi avec Clérieux, c'est que c'est le modèle ultra répandu en Europe, puisque vous avez vu qu'on travaillait sur des projets européens. Tous nos partenaires européens ne travaillent que sur ces modèles-là. Pour eux, la rénovation énergétique citoyenne, c'est des citoyens d'un quartier qui se mettent ensemble pour, soit, faire des économies d'échelle sur l'achat, de matériel, soit développer une solution technique, réplicable et du coup abaisser les coûts de cette solution technique. C'est ça qui existe dans le reste de l'Europe. Nous, avec nos modèles de foncière, avec nos modèles de tiers financement, où des citoyens, mettent de l'argent, dans un collectif pour, faire de la rénovation du bien d'un tiers, ça n'existe pas dans les autres pays européens. Et donc, ils sont aussi intéressés, d'apprendre ça, notamment sur la partie ARA, parce qu'ils n'ont pas tous les mécanismes, de création de, heu Autorénovation accompagnée. oui, Ah. pardon, merci, désolé. Donc sur l'autorénovation accompagnée, eux, ils sont très intéressés parce que, du coup, ça fait un peu le lien entre notre modèle et le leur, voilà. Après, il y a des choses qu'on a étudiées, qui sont donc Vasco Impact et Atoa, qui sont beaucoup plus capitalistiques, à peine citoyennes, ça dépend de la définition d'un collectif citoyen qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent de citoyens qui est mis, dans un projet financier d'achat et de rénovation de bâtiments. Ça ne veut pas dire que la rénovation est mal faite, mais ça veut dire que c'est
plus un objectif capitalistique et moins un objectif citoyen. Donc au niveau de l'implication dans la gouvernance, on n'est pas sur un mécanisme citoyen. Par contre, le financement est citoyen. Donc ça nous paraissait quand même intéressant d'avoir ces exemples-là pour montrer qu'il est quand même possible de faire du financement citoyen, et notamment ils arrivent aussi à débloquer des stratégies de financement intéressantes avec du financement à partir de 50 € pour des citoyens, etc. Donc voilà, c'est un autre mécanisme qui est intéressant. Je pense que ça fait un peu le pendant avec une initiative qu'on n'a pas encore creusée, mais qu'on a vu passer récemment, qui est, alors je ne le prononcerai pas parce que c'est les Basques, excusez-moi. C'est une foncière basque où l'objectif, c'est de sortir de la spéculation immobilière le patrimoine basque, donc en restant en nue propriété et en permettant d'avoir l'usufruit aux utilisateurs. Et pourquoi c'est innovant? Parce qu'en gros, ils créent ce qu'ils appellent un livret citoyen où les gens peuvent mettre de l'argent dessus à partir de 50 €, je ne sais plus si c'est par an ou par mois, enfin bref, on peut abonder comme ça un livret dans cet objectif citoyen de foncière basque citoyenne. Je trouve que ça fait un petit peu le pendant entre des choses 100% capitalistiques comme Vasco Impact et Atoa et des choses citoyennes qu'on a vues plus tôt, même si on n'a pas encore eu le temps de creuser vraiment ce modèle basque. Et puis il y a d'autres modèles sur l'ARA qu'il faut encore qu'on précise. Vous voyez, c'est un petit peu moins rempli que le reste parce que ça représente quand même pas mal de travail de faire tout ça, ainsi que les compagnons bâtisseurs qui sont un peu le modèle de référence sur l'auto-réhabilitation accompagnée. Voilà. Si vous avez repéré vous-même aussi des initiatives qu'on n'aurait pas contactées ou documentées, n'hésitez pas à nous le dire. Peut-être un petit point parce que du coup, on a vu un peu les différentes, modalités de propriété du foncier. Encore un exemple un tout petit peu différent, c'est Bain d'énergie, si tu veux l'afficher. Puisque eux, il y a, On l'a mis, il est là, oui, pardon. on va avoir une SCI qui a acquis, il y a un certain temps, une friche industrielle et qui a demandé à la coopérative Bain d'énergie de venir, faire de la, réhabilitation du site, en particulier d'une centrale hydroélectrique à la base, mais avec énormément de bâtiments industriels à rénover. Donc on est encore sur un modèle un peu différent où il y a une convention de mise à disposition, du site pour la coopérative qui après en fait un peu bah alors il faut encore qu'on précise les termes de cette convention, mais fait un peu ce qu'elle veut dessus. Donc c'est un peu de l'usufruit, mais assez étendu parce que ils vont avoir pas mal de droits sur la friche, a priori. Ça permet aussi de voir un peu les différents modèles de lien entre le propriétaire et le collectif citoyen qui intervient. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez identifiées, des initiatives que vous avez identifiées qu'on n'a pas traitées, ou alors des diversités de stratégies de rénovation qui sont pas du tout présentes là et qui étaient peut-être ce que vous aviez en tête si vous vouliez développer un service? Peut-être pendant que les gens réfléchissent, on peut préciser que le seul projet labellisé énergie partagée pour l'instant, c'est celui de l'avant-poste, là, porté par 10 watts. Et que pour l'instant, on n'a pas de charte associée aux travaux de rénovation du bâti, parce que on est en train de se faire un peu la main et puis de regarder un peu les points justement les points de vigilance, on va dire. Mais ce qu'on voit déjà poindre, c'est que ça nous semble pour que la rénovation soit qualifiée de citoyenne, il faut vraiment que la gouvernance s'exerce sur la partie définition des travaux, où c'est ça qui va donner l'ambition en fait de la rénovation. Et du coup, c'est important que la gouvernance, comme on la connaît dans le mouvement énergie partagée, s'exerce à ce moment-là du projet
dans la phase de définition des travaux. Quand bien même c'est sous-traité à un maître d'œuvre ou un bureau d'études thermiques, etc. Mais en tous les cas, le pouvoir de décision de quels travaux on fait dans le budget dont on dispose est, est un point, un go-no-go en fait, qui est dans les mains des citoyens. Pour cette définition-là, parce que voilà, après, chacun met le curseur où il veut et toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Tout à fait. Mais c'est pour ça que tu as pu dire tout à l'heure, bah, pour nous, Vasco, c'est pas tout à fait citoyen, alors même que c'est des foncières qui sont où vous pouvez rejoindre Vasco et prendre des parts dans cette initiative-là. Mais pour nous, voilà, la gouvernance, elle n'est pas exercée par les citoyens, notamment sur ce moment-là de définition du Voilà. cahier des charges de travaux. Donc, Mais après, clairement, je pense que c'est important d'avoir dans le scope tous ces trucs-là, parce que là, on voit qu'ils sont à plus de 100 projets financés. Quand on est dans un objectif d'avoir de l'impact, on ne tout peut à pas fait. tourner le dos à ces stratégies-là en disant il n'y a qu'une seule méthode, il faut tout faire nous-mêmes, etc. C'est important d'avoir ça dans le scope, dans le viseur et de voir ce qu'on peut prendre. Et eux peuvent être aussi intéressés pour avoir des partenariats. S'il y en a qui. C'est ça, je pense aussi, qui reste peut-être à étudier, c'est s'il y a des collectifs citoyens qui sont je termine la phrase et je vous donne la parole, qui sont historiquement portés sur les ENR et qui veulent développer une stratégie rénovation, bon ben, idéalement, vous montez votre service, etc., pour avoir un droit à la parole sur la qualité des travaux et tout ça, mais il peut y avoir aussi une autre stratégie qui est d'apporter des financements et de se mettre en relation avec des acteurs qui font bien les travaux, qui ont une éthique de travail, mais qui sont intéressés pour avoir des relais locaux qui sont capables de qualifier un bien euh, qui est intéressant à racheter et à rénover, qualifier des entreprises locales qui travaillent bien pour faire ce travail-là et apporter une manne financière locale. Et là, il peut y avoir de la complémentarité parce qu'eux, ils arrivent avec leur méthode de rénovation, leur méthode de financement et leur méthode, j'ai envie de dire, juridique. Et vous, vous apportez la connaissance du terrain, la connaissance des acteurs et éventuellement le financement. Donc ça, on n'a pas encore vraiment pu travailler là-dessus, mais ça nous paraît aussi une complémentarité intéressante. Et du coup, je laisse la parole à, je ne sais plus qui avait levé la main. À Bernard. Voilà, monsieur Le Maignan. Oui, merci de toutes de tous ces exemples. L'impression que ça donne pour les néophytes, c'est qu'en fait, les projets actuels que vous avez pu explorer, c'est plus des réponses à des opportunités locales que l'application d'un ou plusieurs modèles standards et qui pourraient être répliqués ailleurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a eu des opportunités ou je sais pas quoi, oui, des projets qui se sont noués à un endroit et qu'ensuite ils ont été euh, montés comme ça. Mais au fond, est-ce que vous arrivez à discerner dans l'ensemble de ces projets, je sais pas, un, deux ou trois modèles qui seraient prévalents, qui seraient et qui, de près ou de loin, pourraient donner lieu à une reproduction un peu plus standardisée, qui pourrait faire l'objet non pas d'une réponse à une opportunité, mais d'une offre brute, je dirais, publique de modèles de rénovation citoyenne qu'on pourrait diffuser un peu plus largement, quoi. Je ne sais pas si je suis clair, mais Si, Si, si. Je pense qu'on a les deux en fait. On a effectivement des projets comme l'avant-poste ou Bain d'énergie qui répondent plus d'une opportunité ou d'une décision locale. Par contre, on a quand même comme Vasco Impact qui a déjà 100 projets un peu dans tout le quart, enfin dans toute la moitié ouest de la France surtout. Village Vivant qui a déjà plus d'une trentaine de rénovations. Donc là, c'est vraiment une offre structurée qui s'est structurée pas pour porter un projet, mais pour porter un portefeuille de projets et offrir un service sur le territoire. Donc, on est vraiment dans une logique d'offre de service, comme tu en parles, Bernard. Hein. Pareil pour la foncière rurale solidaire qui va se concrétiser
premier projet autour d'un centre-bourg, mais qui a vocation à se déployer dans l'ensemble de ces bourgs un peu j'allais dire en décrépitude, c'est pas très joli, mais voilà, en perte de vitesse, on va dire. Et donc qui s'adresse à un public spécifique, donc, mais qui a vocation à essaimer dans toute la France. Et même, ils ont déjà prévu de créer des SIC, comme je disais, en poupée russe, là, une SIC qui prendra des parts dans une SIC territoriale, et donc de créer des SIC territoriales sur chaque bassin de vie où ils s'implanteront, quoi. Avec à chaque fois les artisans locaux, etc. Donc c'est prévu dans le modèle que ce soit que ce soit une offre de service qui soit déployée. Donc là, on sort du ah ben tiens, j'ai rencontré un élu qui m'a dit de rénover tel bâtiment et tout. Donc on est plutôt là sur une offre de service déployée sur un territoire, là en l'occurrence D'accord. assez large. Et ce qui est compliqué aussi, c'est qu'il ne peut pas y avoir que un ou deux schémas parce que ça dépend de l'objectif et des forces en présence. C'est-à-dire, si vous avez de l'expertise technique qui vous permettent de mettre la main à la pâte et de réduire les coûts, et ben, peut-être que vous pouvez un peu faire comme ce que DiWatt veut faire, du tiers financement. Ce qu'on voit, c'est que ce qui existe, c'est soit des choses lourdes à mettre en place d'un point de vue capitalistique, c'est-à-dire quelque chose de type foncière. Ça marche, c'est éprouvé, c'est réplicable, mais ça a l'inconvénient capitalistique qu'on vient d'évoquer. Sur des choses un peu plus légères financièrement, on est soit sur du tiers financement où on s'éloigne de la problématique citoyenne, en tout cas pure et dure, on va dire, sur des projets de type Vasco, Atoa, etc., où là, il y a un modèle économique derrière qui est extrêmement complexe, enfin assez complexe. Atoa, ils ont développé un truc sur de la fiducie avec de la crypto-monnaie, etc., etc. Donc là, voilà. Vasco, c'est un peu plus classique, mais malgré tout, voilà, ils ont leur propre modèle. Et du coup, là, c'est plus dans un objectif, on se raccroche à quelque chose qui existe déjà et on met notre pierre à l'édifice. Voilà. Si vous voulez garder le côté un peu plus léger du tiers financement, léger financièrement, et le côté local du on veut des projets qui font sens sur notre territoire, je pense que c'est un peu plus là où il y a un trou dans la raquette et c'est là où on va essayer d'apporter des solutions qui répondent aux attentes des pilotes qu'on accompagne dans le cadre des projets. Et du coup, ça fait le lien aussi avec les études juridiques qu'on est en train de mener et qu'on va évoquer dans 2 secondes. Et peut-être juste pour compléter, je pense que c'est aussi l'objectif, de ce réseau, hein. C'est qu'on a, nous, essayé d'identifier tout ce qui existait et effectivement, à chaque fois, c'est adapté, au contexte de chaque collectif. Mais, ce qu'il va falloir voir maintenant pour le généraliser, c'est quels sont les modèles les plus faciles à répliquer? Qu'est-ce que vous, chacun de vos collectifs va trouver, le plus, appropriable? Et du coup, on pourra essayer d'en tirer un peu des grands modèles, mais bon, Grégoire va présenter l'étude juridique, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on avance par cas particulier parce que c'est ce qu'on a à étudier. Et on espère pouvoir tous ensemble là construire quelque chose de plus cadré. Mais après, dans l'idéal, peut-être un jour, on arrivera à faire un schéma un arbre de décision en disant ben, si votre objectif il est là, alors c'est plutôt tel modèle, foncière, tiers financement, etc. Selon vos forces en présence, du coup, ce sera plutôt ARA ou pas. Mais bon, pour le moment, on n'arrive pas encore à ce niveau de détail-là qui pourrait permettre à un collectif de juste répondre à un questionnaire et d'avoir le schéma qui lui correspond. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, donc je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire d'approfondir ce point-là. Vous aurez le PowerPoint, donc vous voyez, il y a encore 2-3 trucs à mettre à jour, mais en tout cas, il y a déjà une version sur le Drive du groupe du réseau national qu'on va continuer à mettre à jour. Et puis sur la partie financière, là, il faut, voilà, on a très bien développé
celui pour Village Vivant, SIG de l'Arban, Vasco, Enerter, Réfléchir et Agir, 10 watts, il faut encore, même s'il y en a un ou deux qui sont déjà bien avancés, il faut qu'on les revalide. Je pense, n'hésitez pas à poser vos questions sur la liste de diffusion. Si vous avez un modèle ou plusieurs, enfin un projet ou plusieurs qui vous interrogent, ça permettra de partager avec tout le monde un peu plus de détails et même, là, il y en a qui sont présents de certains de ces collectifs, ouais, Emmanuel et Laure. Mais, ils pourront répondre aussi pour mieux détailler leur projet. Ça peut alimenter, nos échanges. N'hésitez pas à demander des précisions. Et du coup, si vous avez plus de questions sur cette partie présentation des initiatives identifiées, je vous propose de passer à la partie retour sur les études juridiques que nous avons lancées. Donc, études juridiques qui viennent d'être lancées, donc 2 études juridiques en parallèle, une sur la mobilité qui vous intéressera sans doute moins, en tout cas qui n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui, et une autre sur la rénovation énergétique. Donc elle a vocation à être faite sur 6 mois. Si on arrive à le faire plus tôt, ce serait idéal. La réunion de lancement de cette étude est le 23 janvier, donc ce vendredi, et le prestataire retenu est LLC et associé, pour un budget de 23 000 €. L'objectif, donc, c'est on va produire à la fin 3 livrables théoriques sur les stratégies de tiers investissement dans la rénovation énergétique dans 3 situations que je vais développer juste après, et 3 livrables un peu plus concrets issus du partenariat avec 3 collectifs citoyens. Donc les 3 situations en question et donc les 3 questions auxquelles on cherche à répondre dans chaque situation, c'est quelle solution de tiers investissement dans la rénovation énergétique sur un bâtiment tertiaire privé. On sait que le CPE, valider que le CPE est une des solutions et voir s'il y en a d'autres, parce que le CPE a des contraintes, on va dire un petit peu lourdes en termes de contrat et en termes de mise en place, qui risquent de renchérir un peu le coût de cette solution. Étudier aussi les solutions de tiers investissement sur la rénovation énergétique dans le tertiaire public. Donc là, on sait qu'il y a cette exemption avec le MGPPD, donc c'est-à-dire les CPE, contrats de performance énergétique à paiement différé sur les bâtiments publics, qui offrent une fenêtre de tir pour faire du tiers financement dans le secteur public. Mais on ne sait pas si ça va être prolongé. Et deux, voilà, il y a aussi des avantages et des inconvénients à cette technique-là. Donc l'idée, c'est d'étudier ce point-là, mais aussi d'autres, notamment la fiducie, puisqu'on a vu que certains acteurs faisaient ça et que c'est quelque chose d'assez novateur, en tout cas très mal maîtrisé. Voilà, donc on défriche. Et le troisième point, c'est coupler contrat de fourniture de chaleur et tiers financement de réno énergétique dans le tertiaire public. Pour chacune de ces 3 questions, l'objectif pour le prestataire, c'est d'identifier les différentes options de tiers financement, avec pour chacune la description du montage juridique et puis une analyse comparative de type un petit peu SWOT, force, faiblesse, j'oublie toujours, opportunité, menace, avec la faisabilité juridique, la pertinence juridique et économique, en intégrant le régime fiscal, la capacité à toucher les aides, etc. Et puis les procédures de réalisation dans chaque cas. Et donc, on a 3 cas concrets, donc 3 pilotes qui nous accompagnent là-dedans. DeWatt sur la partie tertiaire privée, GEVA sur la partie tertiaire publique et Forestener sur la partie couplée contrat de chaleur et rénovation dans le tertiaire public. Et sur la partie donc un peu plus concrète, on n'a malheureusement pas pu avoir dans le budget de l'étude la capacité de financer la rédaction de contrats. Ça aurait été l'idéal, mais il aurait fallu beaucoup plus d'argent que ça. Et donc, on a trouvé un compromis en disant que le prestataire devrait rédiger des articles spécifiques
aux problématiques de tiers financement dans chacun des cas, donc tertiaire privé, tertiaire public ou couplage avec contrat de réno de chaleur pour mettre l'accent et essayer d'accélérer la production d'un contrat en rajoutant les clauses spécifiques. Voilà sur les études juridiques, sur l'étude juridique en cours. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des points qui vous intéressent plus particulièrement? Peut-être un point. Pardon, je vous laisse poser vos questions. Oui, Jean-Christophe. En termes de timing, c'est quoi un peu la phase étude, notamment, et la phase un peu restitution? Ben, le prestataire n'a pas de précisé de timing de phasage, voilà. On espère que voilà, d'ici 2 mois, 3 mois, on pourrait avoir ce premier livrable. On va voir ce qu'il nous propose vendredi. Bon, après, voilà, il y a les congés, il y a les choses. 2 mois, ça me paraît très optimiste. Si on peut avoir ça en 3 mois, on sera déjà content. Sur la première partie. Donc, pour répondre à la question de Laure qui dit il y a Ah oui. plus de projets sur le tertiaire que sur l'habitat, donc il y a un petit peu de tout. Donc là, dans les trois cas, DIWAT, GEVA et Forestener, c'est vrai qu'il n'y a que du tertiaire public-privé. Mais après, dans tous ceux qu'on vous a présentés, par exemple, les futurs projets de DIWAT sont mixtes, en fait. Il y a aussi du logement dedans. En fait, on a mis tertiaire privé, mais par exemple, dans la rénovation qu'ils ont déjà portée, il y a quand même, je sais plus, c'est 3 ou 4 appartements, je crois que c'est 4. Et puis, par exemple, la foncière rurale solidaire, là, à réfléchir, aussi porte uniquement des projets de logement. Et dans ceux présentés, Vasco, etc., c'est aussi que du logement. Et Village Vivant, c'est pas rare qu'ils aient, même si le cœur de cible, c'est l'activité économique, souvent c'est des bâtiments à plusieurs étages où il y a une activité économique au rez-de-chaussée et des logements au-dessus. Donc, voilà. Mais c'est vrai que dans le Ouais. cadre de l'étude juridique, on a été obligé de recentrer pour des questions budgétaires et donc on a ciblé les 3 pilotes de nos projets européens qui, eux, ciblent pas des logements. Mais surtout le point, c'est que l'étude juridique, en fait, c'était enfin là, le problème, identifié, c'est la contractualisation entre propriétaires et collectifs citoyens. Or, quand vous n'êtes pas le propriétaire du logement, c'est plus rare de faire de l'habitat quand même. Hem, les gens qui vont faire de l'habitat, vous venez de les citer, c'est des foncières, donc ils vont acheter, donc il y a pas de problème de contractualisation entre propriétaires et collectifs. Et après, il y a les collectifs, qui accompagnent des particuliers, mais là, du coup, il y a pas de lien avec le foncier non plus. Là, l'étude juridique, elle portait en fait sur la contractualisation entre, propriétaires et collectifs. C'est vraiment ça qu'on a identifié comme problème majeur et du coup, c'est peu de logements sur ces solutions-là. Quand on investit, en tant que tiers, c'est rare que ce soit du logement. Alors par contre, du coup, Laure, si vous Et, avez des questions juridiques, sur vous qui êtes foncière, oui, voilà, alors c'est autre chose. Pardon. Je ne sais pas si Lorraine veut réagir, mais effectivement, à partir du moment où c'est entre usagers et propriétaires, là, c'est la location et c'est plus du tout sur la question de la rénovation elle-même, sur la question de la mise à disposition du bâtiment ensuite. Et j'entends que c'est aussi une question qu'il faut traiter, tout à fait. Mais là, on était plus sur la question de comment rénover initialement. Donc, comment avoir le droit de rénover le bâtiment. oui, d'une manière générale, c'est plus facile entre deux personnes privées qu'avec des personnes publiques aussi. Donc, il y avait cet enjeu-là. Moi, je suis désolé, j'ai pas compris la remarque de Laure Desclèmes. L'étude juridique est quand même le point clé qui pose le plus de questions dans le développement de projet. J'ai peut-être Laure, tu veux nous expliquer un peu plus les questions des clèmes? Et le projet. Oui, bonjour. Bien souvent, les questions en fait, qui vont se poser, c'est justement au niveau responsabilité entre les montages financiers aussi. Il y a beaucoup d'aspects juridiques. Savoir quel est le montage en fait entre le groupement citoyen et ensuite qui va exploiter aussi le bâtiment.
c'est pas forcément les mêmes. Enfin, ça peut être assez complexe en fait. Donc, voilà, c'est un peu des questions comme ça qu'on se pose. Et en fait, vous êtes déjà avancé parce que vous avez mené la réflexion jusqu'à l'aval de la rénovation. Là, on est encore en amont sur Ouais. cette étude juridique-là. En fait, on est encore sur est-ce qu'on a le droit de rénover? Du coup, quel contrat on peut Ouais. passer entre. Mais oui, oui, c'est tout à fait des questions qu'il faut qu'on traite aussi, oui. Ok. Est-ce que tu veux quand même présenter un peu le projet d'Éclair? Où vous en êtes Ah, présenter le projet. Eh Oui. bien, là, actuellement, on est en phase, on a fait une proposition d'achat d'un bâtiment. On devrait avoir des retours là d'ici la fin du mois. Et on est sur une friche industrielle, en fait, qu'on voudrait rénover et aménager en habitat. Donc, ce serait financé par des financements citoyens. Et nous, on ferait une partie de la maîtrise, un petit peu de la maîtrise d'œuvre, mais on a aussi un architecte, en fait, qui nous accompagne. Et faire un chantier avec des artisans locaux et aussi quelques chantiers participatifs dans l'objectif. Voilà, avec des habitats qui sont axés vers la sobriété, avec des usages partagés aussi d'espace. Voilà. Ok, et ben merci et bravo déjà d'être arrivé là. Parce que j'imagine que c'était déjà énormément de travail pour arriver à cette proposition. Oui, ça fait 2 ans qu'on essaye d'aboutir sur un premier projet. Bon, bah heureusement comme vous qu'il y en a qui défrichent, sans mauvais jeu de mots, pour que les autres puissent avancer un peu plus vite. Est-ce que peut-être dans le chat, vous pouvez nous dire si, parce qu'il y avait la question de la cible logement privé, nous dire si vous avez déjà une idée et si vous êtes plus intéressé sur le logement privé, logement, pardon, ou pas du logement ou du tertiaire privé ou du tertiaire public, si vous avez, ou alors juste dire vous savez pas. Nous, ça nous permet aussi de voir dans le groupe national quelles sont les préoccupations. Je pense aussi, si je peux prendre la parole, Laurent Chanusso d'Aura 2E, j'ai pas pris la parole jusqu'à présent, mais je pense aussi qu'il faut à ce stade aussi imaginer des modèles qui pourraient être replicables. Je pense à Forestener qui travaille sur les chaufferies bois et propose ses services en financement citoyen ou collectif citoyen. Donc là, du coup, le collectif citoyen ne devient pas sachant ou peu, en tout cas, il s'appuie simplement sur l'expertise et la connaissance et le savoir-faire de Forestener. Peut-être que c'est aussi ce type de montage dont on a besoin pour la rénovation, avec des opérateurs, je ne sais pas à quel niveau, régional ou national, j'ai vraiment pas d'idée, mais qui viendraient finalement ouais, s'intégrer dans le collectif citoyen local, pour apporter leur savoir-faire et ce qui permettrait d'aller plus vite puisqu'en fait, on aurait un opérateur qui a déjà les modèles, déjà le savoir-faire et qui pourrait, être à disposition, si je puis dire, des collectifs citoyens. Je ne sais pas si ça fait sens, mais en tout cas, c'est aussi des pistes qu'il faut qu'on explore, aujourd'hui, par exemple. Peut-être ça répond à cette remarque. On a en Grand Est une SEM régionale qui s'occupe de la rénovation et on a déjà commencé à échanger avec eux. Pour l'instant, on n'a pas vraiment trouvé de synergie, mais j'entends ce que tu dis où cet opérateur pourrait faciliter, appuyer, trouver un partenariat. Mais ouais, à découvrir. Octave, donc pour ceux qui... C'est bien ça, je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Peut-être en complément juste de l'étude juridique, Ouais. excuse-moi, Grégoire. Pour info, on a lancé aussi, dans le cadre d'un de ces projets européens, un travail sur le plaidoyer qu'il y aurait à mener pour la rénovation, citoyenne, parce qu'on identifie bien qu'il peut y avoir des points de blocage et qu'aujourd'hui, il y a pas vraiment de cadre, très adapté aux collectifs citoyens sur la rénovation. Du coup, on est en train là de travailler avec un cabinet qui nous accompagne sur, quels sont les points
du cadre français à faire évoluer en priorité, qui nous paraissent vraiment les plus bloquants et sur lesquels il y a le plus d'opportunités de faire avancer les choses, et avec quels partenaires, quels leviers on pourrait les faire avancer. Si par hasard, c'est pareil, vous identifiez des points déjà très précis ou plus généraux qui vous ont parlé, c'est intéressant d'alimenter ce travail. On travaille avec un cabinet qui s'appelle Greenlex. Voilà, donc après nos projets européens, vous aurez tellement de services diversifiés que... Ok, Oui, il y a Marianne qui est là, de Greenlex. voilà. Je pense que j'ai déjà suffisamment parlé, donc l'idée c'était aussi de voir côté réseau national, où est-ce que vous en êtes dans vos projets, quelle est l'actualité, et puis qu'est-ce qui vous intéresse aussi qu'on creuse pour les prochaines réunions, sachant que il y a aussi, hop, pardon, excusez-moi, on vous présentera après les 5 webinaires qu'on va mettre en place dans le cadre de ces projets européens, mais avant ça, je voudrais juste vous laisser l'opportunité de vous exprimer. Ok, Y c'est un peu compris, un piège. y compris si vous avez des idées de projets, mais pas encore concrètes, voilà ce qui vous manque, ce qui vous manquerait pour passer à la réalisation de projet de rénovation. Ou si c'est une question chez vous, simplement, voilà, si dans vos collectifs, la question se pose et pourquoi elle se pose, est-ce que c'est... Enfin, nous, on voit que bah, dans les collectifs avec lesquels on travaille, la question, elle s'est posée parce qu'il y avait cette démarche négawatt qui était un peu dans l'ADN de ces structures-là et qu'elles voulaient agir sur la demande comme sur l'offre d'énergie qu'elles réalisent. Mais aussi, on voit peut-être un petit changement là depuis quelques mois sur aussi un besoin de se diversifier avec bah, les modèles qui tournaient autour de la production photovoltaïque qui deviennent de plus en plus compliqués et peut-être voilà, de proposer une offre, un panel d'offres et de solutions plus larges qui inclut la transition énergétique au sens large, donc des offres voilà, de rénovation, de sobriété comme le mentionnait Emmanuel dans le chat, ou de fourniture de chaleur aussi. Donc voilà, on Je voit crois aussi qu'il y a, ouais, je ces crois qu'il y a projets-là. Bernard qui a levé la main pour intervenir. Oui, oui, enfin, moi je veux juste faire retour des échanges qu'on a au sein du collectif que je représente, là, une centrale villageoise sur ce sujet. Et d'ailleurs, entre parenthèses, de manière un peu plus large, parce que c'est aussi des échanges qu'on a au niveau du conseil d'administration de l'association des centrales villageoises. En fait, mon problème aujourd'hui, c'est qu'on est encore en amont et que on se heurte à pas mal de résistances internes du style c'est trop compliqué, ça coûte trop cher. Et surtout, il y a déjà beaucoup de monde sur ce secteur, notamment en citant des expériences et des personnes enfin, et des organismes que vous avez présentés tout à l'heure. Et au fond, est-ce vraiment la place des collectifs citoyens de venir sur ce terrain? C'est pour ça que moi, que vous demandiez, mais au fond, de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Moi, ce dont j'aurais besoin de manière extrêmement simple et pragmatique, alors je m'excuse de redescendre au niveau local, mais c'est presque des éléments de langage, des arguments et des outils de visualisation simples qui permettent aux gens, à mes collègues et amis au sein des collectifs, de comprendre quelles sont les voies possibles pour un collectif citoyen sur la rénovation énergétique. Parce qu'aujourd'hui, je dois reconnaître que j'ai du mal à convaincre. Voilà qu'on travaille sur nos petites matrices, hein. Ouais, et puis non, mais je pense aussi à un élément, enfin un arbre de décision un peu simpliste, parce qu'on n'arrivera pas à englober tous les cas possibles, mais à savoir si le fait de lever de l'argent, c'est une problématique ou pas,
Enfin, voilà, pour savoir si on est plutôt sur du tiers financement, si on est plutôt sur une une foncière, etc. On va pas revenir sur toutes les différentes stratégies, mais j'entends que vous avez besoin qu'on vous prenne un peu plus par la main. On Euh, est... Oui, et puis Grégoire, ce que tu as cité tout à l'heure, qui me paraît, tu l'as un peu cité rapidement, mais ce qui me paraît essentiel, c'est au fond, est-ce qu'il y a une plus-value pour nous, collectifs citoyens, et pour les bénéficiaires à terme, que ce soit un collectif citoyen qui prenne ça en main? C'est au fond, quelle est la plus... On voit bien sur nos activités historiques, que sont en l'occurrence pour nous la production d'énergie photovoltaïque, on voit bien que là où on peut afficher une plus-value citoyenne, sur la rénovation énergétique, moi, ce à quoi je me heurte, c'est mais, enfin, il y a déjà du monde qui s'occupe de ça, pourquoi on irait? Voilà. Ben, il y a déjà du monde, mais il y a quand même pas suffisamment de monde, quoi. C'est-à-dire l'offre de logement, elle n'est pas suffisante. L'ambition des rénovations, donc c'est pour ça que j'insistais sur la nécessité d'être dans la gouvernance de la définition des travaux, enfin, d'avoir ce point-là en contrôle, parce que ben, les rénaux qui sont portées aujourd'hui, ben, elles sont pas forcément au niveau d'ambition où elles sont attendues, hein. On est censé faire 100 000 rénovations BBC ou en tout cas d'avoir au moins deux gains de classe par an, et c'est pas le cas en fait, on en est très très loin. Donc la plus-value, elle est là, elle est redonner le contrôle et le pouvoir aux acteurs du territoire pour qu'ils fassent des belles rénaux, quoi. Sur toutes les cibles du coup, tertiaire, logement, etc. Sylvain a levé la main, ouais. Oui, moi, j'ai l'impression qu'il y a un véritable intérêt en fait à intégrer le citoyen à ces questions parce que la rénovation énergétique et toutes les questions en fait de sobriété énergétique, en tout cas sur mon territoire, Nantes, elles sont très souvent ciblées finalement vers de la construction et pas forcément de la rénovation. Et je pense que la parole citoyenne justement est importante euh, pour mettre vraiment en valeur le patrimoine bâti existant et donner de l'énergie, donner de l'argent à cette action de revalorisation du patrimoine bâti existant qui est en train de se casser la gueule. Donc j'ai l'impression que, ouais, c'est hyper important que les citoyens soient là à ce niveau. Et simplement juste pour enfin, justifier un peu ma présence aussi, peut-être vous donner des billes sur ce que notre collectif peut attendre, c'est que nous, on est vraiment au balbutiement de la réflexion en termes de rénovation citoyenne. Pour l'instant, nous, on est surtout sur des projets d'énergie, de pose de photovoltaïque. Et donc, on a besoin, enfin, déjà ce retour d'expérience, cette idée des lieux sur ce qui se passe sur le territoire français, enfin, c'est déjà énorme en fait. Mais c'est pour vous dire que nous, on est au balbutiement de tout ça, quoi. Bon, ça fait plaisir déjà de savoir que ça sert. Et, et moi, si je peux rajouter aussi à Bernard, je pense qu'il y a un vrai positionnement. Le fait qu'on ait ce maillage de collectifs citoyens qui existent, qui sont structurés, qui ont une capacité à lever de l'argent et à réfléchir ensemble et à définir des projets ambitieux, c'est quelque chose qui manque dans toutes les stratégies des rénovations énergétiques, où les gens vont, comme toujours, là où il y a beaucoup d'argent, là où il y a du gain facile et pas cher, c'est-à-dire là où il va y avoir beaucoup de C2E, beaucoup de, etc., etc. Et ce travail de connaissance du tissu, à la fois en termes de bâtiments, à la fois en termes d'acteurs et d'artisans, plus cette capacité à investir dans des projets qui ont des temps de retour sur investissement qui découragent les acteurs économiques lambda, je pense que ça fait des collectifs citoyens une vraie force euh, pour le maillage. Et comme l'a dit Noémie, il y a besoin de tout le monde. Et il y a un certain nombre de projets sur lesquels, si ce n'est pas des collectifs citoyens, ça ne se fera pas. Voilà. Parce qu'ils ne seront pas identifiés et ou qui sont jugés pas assez rentables, en tout cas pas assez vite rentables. Mais ça, peut-être qu'il faut le mettre sur une slide pour vous donner des billes.
pour en discuter au sein Ça de me, vos. ça me serait utile en effet, parce que que vous trouviez, enfin, que nous ayons des arguments pour transmettre cette conviction, quoi. Ouais, je vois qu'Agnès approuve. On va essayer de faire justement ces efforts de qu'est-ce qu'on donc qu'est-ce qu'on porte comme ambition là-dessus. Et donc on entend qu'il faut faire du plaidoyer auprès des élus pour faire bouger le cadre réglementaire, mais aussi auprès des associés des collectifs citoyens pour les emmener sur cet enjeu de la rénovation. Alors, j'ai un peu de retard dans les commentaires. Pour répondre à Vincent, pas forcément. En fait, on a plusieurs modèles. Peut-être relire la question parce que notamment pour Ouais, du ceux coup, une des si c'est finalités. enregistré. Est-ce qu'une des finalités est l'accession à la propriété et quel modèle pourrait s'en rapprocher le plus? Il y a des modèles effectivement où il y a qui sont un peu basés sur les baux solidaires où la propriété d'usage est transférée est donnée aux habitants des bâtiments. Et puis, donc ça, c'est peut-être le modèle qui pourrait s'en approcher le plus pour répondre à ta question. Mais en fait, c'est pas forcément une finalité. La finalité, c'est de pouvoir loger les gens dans des bâtiments bien conçus, bien isolés et voilà, avec des factures d'énergie maîtrisées. Et même ça, enfin moi ça dépend de la sensibilité de chacun. Peut-être pour certains, c'est juste réduire les dépenses énergétiques, mais voilà, ou augmenter l'attractivité ou conserver une attractivité sur des zones un petit peu rurales, euh, sur du tertiaire privé. Enfin, il y a pas de mauvaise réponse, ça dépend de sa sensibilité et ça dépend du contexte local dans lequel on se trouve. Et ou juste faire de la rénovation avec abordable, avec des produits biosourcés. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui n'existe pas chez vous, et donc juste une solution clé en main avec des artisans du coin en biosourcé, et voilà, peut-être que ça a son sens et que c'est le rôle aussi de votre collectif citoyen si c'est vers ça que vous voulez aller, parce que ça permet d'offrir suffisamment de travail aux acteurs locaux qui travaillent avec le biosourcé pour développer une filière locale. Il n'y a pas une seule bonne réponse. En tout cas, il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de rénovation énergétique. Il y a aussi quand même, à minima, l'axe des consommations d'électricité. On sait bien que, à travers le conseil et un petit peu de choses qui nécessitent pas trop d'investissement sur l'électroménager et autres eau chaude, on arrive à baisser de 25-30 les consommations d'électricité et peut-être que ça peut faire sens au moins d'attaquer par là pour les collectifs citoyens en complément de la production photovoltaïque, par exemple. Je pense qu'on peut assez facilement, sur ce type d'intervention, avoir des contributions significatives. Je me permets de faire le lien, avec du coup, le programme de formation que Grégoire présentait très rapidement. Le premier, on propose un cycle de 5 webinaires de formation et les premières sessions le 5 février, alors qui est peut-être pas là extrêmement bien exprimé dans le titre, mais ce sera vraiment les aspects citoyens d'un projet et pourquoi lancer un projet et quelle place pour les citoyens dans le projet. Donc, ce sera vraiment sur ces questions-là de pourquoi est-ce qu'on lance un projet et ce sera l'occasion de travailler un argumentaire peut-être un peu plus structuré. Mais c'est vraiment l'idée vous voulez vous lancer, à quel niveau, à quelles étapes vous intervenez et comment, comment faire un projet vraiment citoyen. Voilà, vous aurez la présentation et vous avez le lien d'inscription. Donc, c'est tous les premiers jeudis du mois, c'est ça? Je crois que c'est ça. Entre midi et midi 30. Il est 24. Est-ce que quelqu'un souhaite évoquer quelque chose avant peut-être à voir si
recale une date maintenant. Je vais peut-être arrêter en tout cas l'enregistrement. Pour une prochaine date, une question qu'on s'est posée parce qu'il y avait plusieurs projets qui émergeaient sur de la foncière. Est-ce que une présentation des initiatives de villages vivants serait pertinente? Comme eux, ils ont vraiment l'habitude d'être foncières et de proposer de la rénovation. Est-ce que ça pourrait intéresser d'autres personnes aussi? Oula, oui. Ça a l'air. Bon, ce serait du coup plutôt sur le modèle foncière, mais c'est intéressant de voir déjà comment ça marche et puis peut-être on pourra en voir d'autres par la suite. Est-ce qu'il faut se poser des questions de fréquence de prochain, si on fait un REX, justement, retour d'expérience, est-ce que c'est dans longtemps, dans bientôt? Alors Grégoire, tu partages toujours ton écran, mais noir. C'est très bizarre. Noir? Je vois. Ah bon? Non, non. Ah pardon, c'est que pour moi. Autant pour moi. C'est que pour toi. Ouais. Non, là, on a une diapo avec du texte. Est-ce qu'on se dit, je sais pas, 2-3 mois? Histoire qu'on ait eu le temps d'avancer, chacun on ait d'autres choses à se dire. Sachant qu'entre les deux, il y aura eu les formations, donc si. Oui, puis ça n'empêche pas chacun, si vous avez des questions ou si vous avancez plus vite, vous nous appelez et puis on voit ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut Ou vous partager. mettez la question sur la liste, énergie Oui, partagée, encore mieux. exactement. Bon, je vous propose de prendre les agendas. On va essayer de caler une date Alexandre disait dans 2 mois, c'est bien. dans 2 mois. Ok. On propose une date en mars? Et Ouais, une date en mars en essayant de... Où sont les vacances? Est-ce que ce créneau-là, entre midi et 2, c'est bon pour vous? C'est un peu le créneau privilégié du mouvement énergie partagée. Ok, beaucoup de pouces aussi. Mardi 31 mars, midi 13h30. Mhm. et puis peut-être à confirmer si c'est un retour d'expérience de villages vivants qui sont dispo, etc. Mais ça peut être une Ok. première Et option. s'il y a d'autres choses qui vous viennent d'ici là à présenter, à échanger, que ce soit vous, vous dites, bah, j'ai sans doute quelque chose à évoquer. Nous, on vous fera aussi part des avancées, évidemment, des réflexions sur la presta juridique. Et voilà. Et donc, on part sur Village Vivant, où il y avait un autre modèle qui vous paraissait intéressant dans tous ceux qu'on a cités, juste avant qu'on se quitte. Il peut y avoir deux Rex, hein, s'il y en a deux différents qui vous paraissaient intéressants. Moi, je viens de regarder le site de Vasco, et ça m'interroge aussi. Ok. Vasco et Village Vivant, je verrai si c'est pas trop redondant. On regardera, on vous fera une proposition. Je pense pas, non. Mais je note Vasco. On va vous en envoyer un, ouais. Au niveau des liens, on vous renvoie un lien, ouais. Tiers financement de la réno. Tiers financement, il n'y a pas beaucoup de... Et puis surtout, on essaiera peut-être d'attendre des avancées un peu sur l'étude juridique et du coup de combiner des résultats dès qu'on en a avec des retours d'expérience peut-être. Oui. Et Noémie, tu as déjà cité la présentation de DeWatt. Ouais, il y a une présentation de DeWatt qui est en ligne sur le site d'énergie partagée. Donc, que vous pouvez revoir. Et puis, très vite, sur la liste MDE, on a réalisé un petit film de 3 minutes sur ce projet-là de l'avant-poste. Et je vous ferai passer sur la liste énergie partagée. La liste MDE de énergie partagée. Dans Eh les ben, jours qui viennent, dès qu'on la diffuse. je pense qu'on est tout bon. Merci à tous d'avoir pris le temps sur cette pause déjeuner de vous connecter. Et voilà, on croise les doigts pour faire en sorte d'arriver quelque part, de motiver, de vous aider à motiver et surtout d'arriver quelque part. Très bonne journée et bon appétit pour tous ceux qui n'ont pas encore mangé. Merci beaucoup, bon appétit, Bonne à bientôt. journée. Merci, bonne journée. Au revoir.